Bien. Nous pouvons commencer la partie séminaire. Alors d'abord, une annonce pour la semaine prochaine. Vous savez que la semaine prochaine, j'avais prévu, et c'était un moment important, de recevoir Abdelkader Haïdara, qui est le sauveteur des manuscrits de Tombouctou, et qui venait directement du Mali pour cet événement. Vous savez par ailleurs peut-être que les relations actuellement entre la France et le Mali sont au plus mal, et que toute connexion aérienne entre la France et le Mali est coupée. Et donc, M. Haïdara ne pourra pas venir, et les connexions Internet ne permettent pas non plus de faire une visioconférence, puis ça aurait été moins bien quand même. Je trouve que c'est important que la personne soit là. J'aurai, j'espère, une autre occasion d'inviter M. Haïdara pour parler de ce magnifique sujet qui était le sauvetage des manuscrits spirituels de Tombouctou. Mais j'ai quelqu'un d'autre à vous proposer, très différent, et qui sera aussi très intéressant, me semble-t-il. Vous savez qu'actuellement, la Comédie Française présente un Tartuffe très particulier, puisque c'est le premier Tartuffe qui aura été présenté devant le roi Louis XIV, un Tartuffe qui a été restitué par le grand spécialiste de Molière, Georges Forestier, professeur émérite à Sorbonne Université. Eh bien, c'est Georges Forestier qui sera là la semaine prochaine pour parler de la recherche du Tartuffe perdu. C'est à la recherche du Tartuffe perdu, comme il intitulait sa conférence. Donc, il y aura quelqu'un la semaine prochaine, il y aura un séminaire la semaine prochaine sur Tartuffe avec Georges Forestier. Voilà. Mais aujourd'hui, l'événement est un événement dont je suis extrêmement heureux. Je crois qu'il était extrêmement important dans une réflexion sur la recherche des œuvres perdues de donner la parole à différents acteurs de cette recherche et de cette quête, et en particulier aux éditeurs. Et quand on pense à un éditeur ou une éditrice, si le terme était neutre, qui travaille sur les œuvres perdues, qui consacre sa vie aux œuvres perdues, tout de suite je pensais, enfin c'est évident, c'était Claire Pollan qu'il fallait inviter. Claire Pollan est en effet une éditrice qui est spécialisée dans l'édition de ces œuvres perdues. Alors, je ne vais pas refaire peut-être son histoire, mais d'abord, comme son nom l'indique, c'est la petite fille de Jean Pollan, autre immense éditeur qui a travaillé auprès de Gaston Gallimard, à la Nouvelle Revue Française, enfin aux éditions de la Nouvelle Revue Française et aux éditions Gallimard ensuite. Et puis, Claire Pollan a travaillé, digne héritière de son grand-père, elle a travaillé pour plusieurs éditeurs, Segers, Ramsay, Verdier, avant de fonder, en 1996, sa propre maison d'édition, les éditions Claire Pollan ou Claire Pollan Éditions. Et c'est une maison d'édition tout à fait unique en son genre, qui n'a pas d'équivalent, une maison qui publie les œuvres qui ont été un peu oubliées ou perdues, en particulier toutes les œuvres autobiographiques, les mémoires, les journaux des auteurs de l'entre-deux-guerres. Essentiellement, c'est ça, plutôt ce moment-là de la littérature française, avec des œuvres qu'on ne trouve que, évidemment, chez Claire Pollan, et qui sont des œuvres admirables. Alors, il y a les œuvres, ces mémoires, ces journaux d'auteurs bien connus, comme Valérie Larbaud, comme Jean Pollan, évidemment, des journaux, des correspondances, mais il y a aussi beaucoup de places et d'œuvres d'écrivaines, de femmes écrivains, qui sont absolument fondamentales et qui sont pour certaines déjà rentrées dans le canon. Je pense au journal de Catherine Pozzi, qui a été repris et dans une édition augmentée chez vous, Claire, et puis à la correspondance de Simone Veil et de Jo Bousquet, par exemple, qui est une très belle correspondance, ou bien à deux œuvres qui ont, je crois, beaucoup marqué récemment, et qui sont vraiment qui ont beaucoup fait parler d'elle. Il y a d'abord toutes les œuvres autobiographiques, journaux d'Hélène Opnaud, et puis surtout peut-être le monument, c'est Mireille Havet, qui est la grande écrivaine des années 20-30, qui a été remis à l'honneur par vous, Claire Pollan. Et donc, voilà, je voulais vous inviter à parler de cette recherche des œuvres perdues que vous faites, de leur édition. Et vous aviez proposé comme titre la partie immergée de l'iceberg littérature, ce qui est un très beau titre. Je ne vais pas parler du Titanic tout à l'heure, mais du Titania, mais enfin, ici c'est plutôt un iceberg qui nous élèvera, je pense. Voilà, vous avez la parole. Merci Claire. Merci beaucoup.
Alors, je vous propose d'imaginer ensemble que nous ayons dans notre champ de vision un iceberg détaché de l'immense continent littérature. Cet iceberg m'apparaît composé de deux parties. Une partie émergée qui prend la lumière, est visible de loin et forme un signal majeur à l'horizon. Elle est composée, selon moi, toujours, des œuvres de fiction, comme disent les anglo-saxons, les plus lues, les plus commentées, occupant la surface et brillant au soleil. Au cœur de la partie émergée, on devine la masse des œuvres en devenir qui attendent leur tour de fondre au soleil avant qu'un nouvel iceberg ne se forme. Mais c'est la partie immergée qui m'intéresse. Elle est beaucoup plus importante, terriblement mystérieuse, tout à fait inquiétante. Elle est constituée de la littérature autobiographique, de la littérature de non-fiction. Sa masse inconnue, incalculable, sa masse inconnue, incalculable, fait office de lest. Il me semble que c'est la partie immergée de la littérature, tous ces journaux intimes, toutes ces mémoires, toutes les correspondances, les récits, les écrits personnels et tout ce qui rentre dans l'appellation écriture de soi, qui permet à la fiction de se maintenir plus ou moins dignement à la surface et de prendre la lumière. Bon, comme toute métaphore, celle de l'iceberg n'est pas filable longtemps, ni absolument. Je vais donc restreindre ma proposition de ce soir à une sorte de carottage dans le territoire des seuls journaux intimes français des 19e et 20e siècles, de la partie immergée donc de l'iceberg. J'aime d'ailleurs bien cette expression, très décriée aujourd'hui, de journal intime. Elle met le lecteur, me semble-t-il, à sa bonne place, celle d'un amateur érudit et curieux qui se livre à une expérience privée, souvent intense, découvrir l'existence jour après jour de quelqu'un d'autre qui a fait l'effort de se décrire, de s'analyser au moyen du langage. Il s'agit maintenant de tenter de faire émerger de l'oubli quelques écrivains, auteurs de journaux intimes peu ou pas publiés. Devant la masse des noms et des textes que je vais réduire aux œuvres les plus importantes à mes yeux, il me faut mettre de l'ordre, qui sera un ordre chronologique, à l'intérieur de quelques séries descriptives. Je vais ainsi évoquer des journaux intimes déjà édités, mais qui ont dû ou qui devraient être réédités, des journaux intimes monstres, dont quelques tomes seulement ont été publiés, enfin des journaux intimes complètement inédits qui attendent d'être distingués et mis au jour. Alors dans cette série intermédiaire des journaux intimes édités qu'il a fallu ou qu'il faut ou qu'il faudrait reprendre. Alors il s'agit de textes déjà publiés, mais dont il est avéré qu'ils ont été censurés ou, pour parler plus légèrement, plus traficotés, à quelque niveau que ce soit. Une nouvelle édition est apparue plus que nécessaire. Elle est en général établie d'après les manuscrits disponibles. Elle est plus complète, débarrassée des censures précédentes et obéit implicitement à des normes qui tiennent compte de l'évolution des sensibilités et des exigences d'un public lettré. On constatera malheureusement que parfois toutes ces éditions entraînent le lecteur dans une curieuse cacophonie involontaire. Toujours est-il qu'il y a plusieurs types de censure. La censure que s'est infligée l'auteur lui-même, celle qu'ont exercée ses proches et celle de l'éditeur scientifique qui établit le texte et l'appareil critique. Alors, parmi les journaux autocensurés, on a récemment refait une nouvelle édition, cette fois-ci intégrale, non expurgée, comme on disait autrefois, de certains journaux importants, en faisant parfois apparaître dans une typographie différente des passages censurés par les auteurs eux-mêmes. Ce domaine éditorial a évolué en grande partie par proximité avec les études historiques, mais aussi sous la pression du développement des études génétiques en France, l'ITEM en particulier, qui ont porté une grande attention aux manuscrits. Mon premier exemple est celui de Léon Bloy. Il existe 25 agendas du type commercial, ces agendas de grands magasins noirs à relier, du journal du romancier et pamphlétaire catholique qu'il a tenu entre 1892 et 1917. Voilà l'esprit de Bloy qui se manifeste, je crois. Alors, ces manuscrits ont récemment été acquis par la BNF. Première édition chez Demant, puis continuée au Mercure de France, faite et remaniée par Bloy lui-même, qui en avait tiré la matière de 8 de ses livres, dont Le Mendiant ingrat. Une réédition posthume
en 1956-1963 a lieu au Mercure de France, du journal toujours non intégral, revu et corrigé par un important exégète de Léon Bloy, Joseph Bollery. Nouvelle édition, dite cette fois-ci intégrale, dirigée par Michel Malisset et Pierre Glaude, du centre CNRS Jacques Petit pour les éditions L'Âge d'Homme. 4 tomes ont paru entre 1996 et 2013, couvrant les seules années 1892-1911. Le journal va jusqu'en 1917. 6 années du journal inédit restent donc à paraître dans leur version intégrale. Mais entre-temps, la collection bouquins a, sous la direction du seul Pierre Glaude, repris en 1999 en 2 tomes le texte de l'édition du Mercure de France des années 50. De quoi s'y perdre pour le lecteur moyen. Le cas du journal d'André Gide est très intéressant. Voici un journal que son auteur a commencé à publier de son vivant, avec la plus grande circonspection, en même temps qu'avec un certain esprit de provocation. Chaque réflexion, chaque conversation, chaque sentiment donné y était remarquablement pesé dans leurs effets comme dans ses causes. Gide allait jusqu'à confier à son journal cet aveu de posture. Je le cite, « Combien plus abondante ma confidence si elle avait su rester posthume ». Une phrase proprement gidienne. En toute logique, on ne peut donc pas dire que l'édition du journal de Gide, qui a prévalu dans la Pléiade depuis 1939, ait été fautive ou incorrecte. C'était une œuvre telle que Gide l'avait voulu. Mais elle laissait de côté environ un tiers du manuscrit. Une édition intégrale du journal d'André Gide a donc été entreprise toujours par la Pléiade, proposant en 1996 et 1997 les entrées du journal livrées par Gide en caractère romain et les entrées ignorées par lui en caractère italique. Éric Marty et Martine Sagert se sont chargés de cet énorme travail tout en fournissant enfin un appareil critique consistant. Mais le journal de Gide a changé de nature avec cette opération. D'œuvre littéraire et morale, rôle qu'il n'aurait pas pu tenir encore longtemps, selon moi, il est passé au statut de document sur l'histoire des idées. On y lit essentiellement ce qui a fait évoluer toute une société intellectuelle dans l'entre-deux-guerres. Pour le journal de Julien Green, c'est le même principe. Il a publié son propre journal 1919-1998 en 19 volumes successifs, et ce dès 1938. Il a multiplié les éditeurs. Plomb, Le Seuil, et posthumement sous l'impulsion de son exécuteur testamentaire, Fayard, Flammarion, toutes ces publications jusqu'en 2006. Mais dans la nouvelle édition intégrale, mais non complète, 3 volumes couvrant les années 1919 à 1950, parus chez Lafon très récemment, dans la collection bouquins, qui est devenue entre-temps un éditeur à part entière, on voit que tout un ensemble de complications se sont surajoutées à l'édition intégrale mais non complète du journal de Green. Donc dans cette édition, les passages réservés par Julien Green lui-même apparaissent aussi en italique, ce qui change complètement la nature de ce journal. Ce journal, autrefois considéré comme de haute tenue intellectuelle à la spiritualité catholique, est devenu un journal où les scènes sexuelles, crues et directes, tiennent un rôle important. D'après les éditeurs, environ 60% du texte a été rajouté, retranscrit directement des manuscrits qui ont été acquis in extremis par la Bibliothèque nationale en 2015. Il manque cependant à jamais le contenu de pages découpées au ciseau dans les cahiers, par Green lui-même, par quelqu'un d'autre, on ne sait. Pour quelles raisons précises ont-elles été détruites au regard de la crudité des pages qui demeurent et qui sont maintenant publiques? Philippe Lançon, dans Libération du 20 septembre 2019, s'interroge. On écrit avec ce qu'on n'écrit pas, mais écrit-on avec ce qu'on ne publie pas? Pourquoi écrit-on ce qu'on sait qu'on ne publiera pas? La problématique est riche, mais l'évolution contemporaine des écrits autobiographiques a dédaigné cette voie de réflexion. Philippe Lançon le confirme. Désolé. Je le cite, « Green veut saisir la vérité des moments vécus, mais il n'éprouve pas le désir naïf et criard de transparence et d'authenticité qui depuis a fleuri. »
Si le texte est aussi complet que possible, l'appareil critique est très peu développé et on devine que la retranscription fidèle du manuscrit a posé beaucoup de problèmes techniques aux éditeurs scientifiques, dont l'actuel directeur du département des manuscrits de la BNF, Guillaume Faux. Alors, autre cas de figure fort différent, car la nouvelle édition est en cours. Il s'agit de Jean Guéhenno. Guéhenno a choisi de ne rien publier officiellement, comme vous le savez, pendant toute la durée de l'occupation, manière de signifier qu'il n'était pas libre ni de ses idées ni de ses mouvements. Mais il a tenu un journal qu'il a voulu publier peu de temps après la libération. Soucieux de ne pas diviser publiquement la résistance, il a ménagé les uns et les autres qui apparaissent sous des initiales parfois transparentes, parfois très obscures. Guéhenno a sérieusement mené à bien le délicat travail d'émonder les pages de son propre journal pour le publier chez Gallimard, mais contre l'avis de Jean Paulhan qui lui écrivait, je le cite, « Je n'aurais pas détesté plus de confusion, plus même de fatras ». Le journal des années noires 1940-1944 a finalement été publié en 1947 chez Gallimard. Une édition annotée de ce même texte, voulue par Guéhenno, est sortie dans la collection Folio en 2014. Or, le fils de Guéhenno a conservé le manuscrit original de ce journal qui commence le 25 mai 1939 et se termine le 17 septembre 1945, donc bien au-delà des dates qui ont été publiées. Une nouvelle édition intégrale est en cours d'établissement, menée par les membres de l'Association des Amis de Jean Guéhenno. Doublant son volume en nombre de signes, elle sera annotée pour aider à une meilleure compréhension et portera aussi un titre différent pour bien la distinguer de la première édition historique. Le tout est maintenant de convaincre Gallimard de se lancer dans la publication des archives du journal des années noires ou d'accepter qu'un autre éditeur en prenne la responsabilité. Guéhenno est un peu oublié, sa haute figure morale n'apparaît plus si nécessaire. Un volume de la collection Quarto au bouquin serait pourtant bien profitable aux historiens et aux amateurs de journaux intimes. Toujours dans la série intermédiaire des journaux intimes édités qu'il a fallu ou qu'il faudrait reprendre, après les journaux censurés par leurs producteurs même, quelques exemples de journaux intimes censurés par les proches. Le tout premier qui vient à l'esprit de tout le monde est celui du journal, le journal d'Edmond et Jules de Goncourt. La première édition, établie du vivant d'Edmond, est très incomplète et pourtant volumineuse. 9 tomes chez Charpentier et Fasquelle, publiés entre 1887 et 1896. Donc Edmond de Goncourt est encore vivant. Par testament, Edmond de Goncourt a demandé que ses manuscrits et ceux de son frère Jules, qui est mort en 1870, soient déposés chez un notaire pour être remis 20 ans après sa mort à la Bibliothèque nationale, où ils pourraient être consultés en vue de leur publication intégrale. Le texte complet du journal 1850-1896 aurait donc pu commencer à être divulgué dès 1916. Tel ne fut pas le cas. Les amis des deux frères et les membres de l'Académie Goncourt, craignant beaucoup trop les révélations de ces mémoires de la vie littéraire, ont réussi à interdire la communication de ce journal jusqu'en 1925. L'année de l'ouverture au public et donc aux éditeurs scientifiques, on peut lire dans le journal de Henri de Régnier, je le cite, « Comme je demandais à Frédéric Masson s'il croyait que Goncourt eût souhaité la publication intégrale de son journal, il me répondit « Pensez-vous que Goncourt ait passé 40 ans de sa vie à traîner ses amis dans la boue pour que cela reste inédit ?» En 1935-1936, l'Académie Goncourt proposa une édition qualifiée un peu trop rapidement de définitive. Certes, elle était un tout petit peu moins censurée que la précédente, toujours en 9 volumes et postfacée par Lucien Descaves. En 1945 fut annoncée comme à paraître une édition complète que Robert Burnand n'avait toujours pas terminée à sa mort en 1953, et on imagine son désespoir. Robert Ricat reprit le flambeau et publia rien moins que les 22 volumes du journal intégral aux éditions de l'Imprimerie nationale de Monaco dans le temps record de 2 années, entre 1956 et 1958. Cette même édition a été reprise en 4 volumes chez Grasset-Fasquelle, puis dans la collection Bouquin en 3 volumes en 1989, avec une préface et une chronologie de Robert Kopp. Mais, à leur tour,
Christiane et Jean-Louis Cabanès établissent le texte d'une nouvelle édition intégrale, annotée par une équipe de chercheurs dont la publication a commencé chez Honoré Champion en 2005. Le 5e tome a paru en 2021. Presque tout est donc intégralement publié. Tout est donc intégralement publié jusqu'en 1871. Reste donc 25 années à publier selon le même principe, toute une vie de forçat de l'édition de journaux intimes. Est disponible aujourd'hui sur Gallica en facsimilé ou sur Wikisource la toute première édition, très partielle, de 1887-1896, et c'est d'ailleurs un des effets pervers du domaine public. Je passe maintenant au journal de Marie Bashkirtsev. Le journal 1873-1884 de cette jeune Russe tuberculeuse appartenant à une riche famille exilée se compose de 84 cahiers et carnets. Le tout court sera environ 19 000 pages avec une première partie niçoise jusqu'en 1877 et une deuxième partie parisienne jusqu'à sa mort à 25 ans en 1884. Une première version du journal a été imprimée en 2 volumes en 1887, juste après la mort de Marie Bashkirtsev. Ce montage ne donnait que des extraits sélectionnés par la famille et l'écrivain André Theuriet. Avaient été censurés des passages considérés par eux comme trop intimes, trop désagréables pour des personnes encore vivantes ou trop ennuyeux. Marie Bashkirtsev y apparaissait éthérée et pure. En 1925, un admirateur solitaire, Pierre Borel, fournit, sans avoir pu consulter les manuscrits originaux, qui étaient sous réserve, une nouvelle édition du journal de Marie Bashkirtsev, dont elle émergea passionnée, impétueuse, provocante. Les cahiers et carnets originaux ont été pieusement conservés, heureusement. D'abord par sa mère, à l'origine de la première édition où Marie Bashkirtsev apparaissait si éthérée, et ensuite par la Bibliothèque nationale avec une réserve de consultation jusqu'en 1930. Mais il a fallu attendre la biographie de Marie Bashkirtsev par Colette Cosnier en 1985 pour comprendre qu'il fallait reprendre à la source la transcription de ce journal. Le malheur de l'histoire est que 2 équipes concurrentes se sont constituées, choisissant chacune une méthodologie incompatible. D'une part, 2 universitaires se sont partagés le journal en 2 périodes chronologiques. Seul un tome est sorti en 1999 à l'âge d'homme, excellemment édité et annoté par Lucille Leroy. D'autre part, les membres du Cercle des Amis de Marie Bashkirtsev ont vaillamment publié entre 1995 et 2005 16 tomes décryptés par Ginette Apostolescu, sans s'encombrer de notes en bas de page. D'ailleurs, Marie Bashkirtsev elle-même avait demandé qu'il n'y ait pas de notes. Cette édition intégrale du journal de Marie Bashkirtsev est maintenant difficilement trouvable, alors que se réimpriment sans vergogne les 2 premières versions tronquées, la version Marie Bashkirtsev éthérée et pure et la version Marie Bashkirtsev provocante et dynamique. Donc ces 2 premières versions sont republiées à l'encan continuellement, tout simplement parce qu'elles sont tombées elles aussi dans le domaine public. Les témoins de l'époque de Jules Renard décrivent son journal 1887-1910 sous la forme de 54 cahiers de tailles diverses, petits les premières années, puis de plus en plus volumineux par la suite. Léoto, lui, évoque 73 carnets et cahiers. Sous la pression des amis de Jules Renard, sa veuve a difficilement accepté le principe d'une publication de ce journal inachevé. Mais elle se mêla de retirer certains passages et demanda à l'écrivain Henri Bachelin de relire et couper d'autres passages sensibles. Cela donna quand même 5 volumes publiés aux éditions Bernouard entre 1925 et 1927. Puis, Marie Renard aurait détruit le manuscrit original, ce qui bien évidemment empêche toute nouvelle édition sérieuse de ce texte que l'on sent à la lecture incomplet, mutilé peut-être, mais qui demeure malgré tout un chef-d'œuvre. 3 autres éditions ont suivi, celle de 1935 chez Gallimard, puis celle de 1960 dans la Pléiade. Même texte, même présentation, mais annotations différentes, sous la direction de Léon Guichard et de Gilbert Sigaud. Et encore une édition, toujours le même texte, annoté et préfacé par Henri Bouillet pour Bouquin en 1990. Alors, plus près de nous, je vais parler du journal de Mathieu Gallet. La première édition de son journal 1953-1986 s'est faite chez Grasset,
qui le classe entre parenthèses dans la catégorie des romans francophones. C'est un petit peu pénible quand même de lire ça sur le catalogue de Grasset, en 2 volumes, en 1987 et 1989, sous la houlette de l'exécutrice testamentaire de l'écrivain, sa sœur Geneviève Gallet, alors réalisatrice à TF1. Et récemment, en 2017, une nouvelle édition non expurgée est sortie chez Lafon, toujours dans la collection Bouquins, non, maintenant dans la collection Bouquins en 2017. Je l'ai déjà dit. Ce qui est étonnant dans ce cas de figure, c'est que ce journal, réédité 30 ans après sa première édition, a remobilisé les critiques littéraires et trouvé un nouveau public, bien plus large et bien plus jeune. Le Mathieu Gallet, critique adroit et romancier stérile que connaissaient bien les lecteurs des années 80, est passé au second rang, derrière le diariste, reconnu pour son écriture incisive, ironiste et audacieuse, et ce n'était pas couru d'avance. Après les journaux intimes censurés par leurs auteurs mêmes ou par leurs proches, voici les journaux censurés et bâclés par l'éditeur scientifique. Alors, tout de suite, le cas de Valérie Larbaud, édité par Robert Mallet. Ce journal 1912-1935 a été imprimé alors que Larbaud était encore vivant, mais hémiplégique, aphasique, incapable de donner son avis. Il a été imprimé dans 2 éditions assez différentes physiquement l'une de l'autre, une courante et une bibliophilique, correspondant aux œuvres complètes, à la série des œuvres complètes de Valérie Larbaud, toutes 2 publiées en 1955, toutes 2 préparées par Robert Mallet, toutes 2 sous la couverture des éditions Gallimard. En comparant les manuscrits et les publications, j'ai constaté qu'il y avait moins d'un quart du texte originel qui avait été donné dans les volumes Gallimard. Quantité de notations intimes de Valérie Larbaud, de commentaires sévères sur ses contemporains avaient été ignorés pour de multiples raisons d'époque. Ces notes de lecture très détaillées, les nombreux passages en langue étrangère qui révèlent l'intimité de ses pensées, certaines de ses distractions philologiques avaient également été coupées, probablement par souci de ne pas lasser le lecteur. Ce n'est pas tout. Des phrases avaient été interrompues sans raison, ou plusieurs aboutaient entre elles. Des mots avaient été transcrits fautivement. Ainsi, le mot corridos, qui désigne des chants révolutionnaires mexicains, avait été transcrit par corrida, ce qui donnait au texte une tonalité fort peu larbaldienne. La ponctuation de l'auteur n'avait pas été respectée, ni ses particularismes et idiotismes. Mais enfin, c'était quand même une autre époque. C'est pour cela que j'ai décidé de reprendre l'édition de 2 années du journal de Valérie Larbaud. J'ai repris les années 31-32 et 34-35. Il se trouve que je connaissais la personne qui avait acheté en vente les cahiers manuscrits et qu'elle me les a donnés généreusement à éditer. Depuis la publication des 2 volumes que j'ai coédités avec Patrick Fréchet, des éditions du Limon, en 1898 et 99, l'ensemble des journaux de Valérie Larbaud a été repris, publié dans une remarquable édition de Paul Moron chez Gallimard en 2009. Mais cet éditeur se serait-il lancé dans une telle entreprise si nous n'avions pas, à un moment, pointé du doigt les errements de la première édition? Je me le demande encore. Autre cas de figure, l'abbé Munier, qui a laissé un journal où il évoque ses relations avec les écrivains, les artistes et les membres de l'aristocratie et du Gotha de son temps. Il fut notamment proche de Huysmans, dont il relate la conversion, mais aussi de la comtesse Greffule, de la princesse Bibesco, de la comtesse de Chevigné, il était le confesseur de ces 2 dernières personnes, de la comtesse Anna de Noailles et de Jean Cocteau. Toutes ces archives, qui comportent 1032 pages de manuscrits, ont été données en 1964 aux Archives nationales. Son journal 1879-1939 a été publié en 1985 dans la merveilleuse collection Le Temps retrouvé au Mercure de France. Mais la sélection drastique des entrées, opérée parmi les 60 années de son journal, laisse le lecteur sur sa faim. 60 années égale 550 pages, vraiment. Munier est en effet un personnage remarquable qui apparaît dans beaucoup d'autres journaux de correspondance de son époque, mais lui n'aurait rien noté en retour de ces mêmes rencontres. Nul doute qu'il faudrait reprendre cette édition, ne serait-ce que pour doter l'abbé Munier de commentaires un tout petit peu plus subtils et détaillés sur ses contemporains. Et j'en viens à une autocritique. Le journal de Catherine Pozzi, c'est le premier travail éditorial que j'ai mené en 1985-87,
autour de ce journal de cette poétesse remarquable, femme d'Édouard Bourdet, amante de Paul Valéry, correspondante exigeante du cursus Benda, Pollan, Rilke. Je dois avouer que je ne suis pas très satisfaite de mon édition de 1987. Des années de travail sur les journaux intimes m'ont rendu plus perfectionniste. Je pense que j'ai trop coupé de texte, que surtout je n'ai pas indiqué où étaient les coupes, et l'appareil critique serait à étoffer. Il faut dire qu'au milieu des années 80, je n'avais encore établi aucune édition de journaux intimes, que l'éditeur chez qui je travaillais, Ramsay, n'était pas familier de ce registre éditorial, mais j'y ai bénéficié d'un véritable enthousiasme pour l'écriture et la personnalité de Catherine Pozzi, enthousiasme qui m'a soutenue pendant les longs mois de mise au point du texte. Une nouvelle édition du journal 1913-1934 apparue chez Phébus en 2005 et m'a permis cependant de réviser l'appareil critique avec l'aide d'Éric Dussert. Toujours est-il que j'ai dans l'idée de clore l'activité de ma maison d'édition dans quelques années sur une nouvelle édition, vérifiée ligne à ligne, corrigée, augmentée et vraiment définitive cette fois de ce journal. Réédition que je mènerai avec une grande spécialiste des journaux intimes et une exégète de Catherine Pozzi, Françoise Simonet-Tenant, qui a beaucoup travaillé à Philippe Lejeune. Philippe Lejeune qui est quelqu'un d'important dans mon goût pour les journaux intimes. Finir mon activité d'éditrice d'écrits autobiographiques par la reprise du premier livre sorti, cela me semble bien boucler la boucle. Alors, après la série des journaux édités qui ont fait ou feront l'objet de réédition, voici une série des journaux intimes partiellement inédits. Il s'agit en fait surtout de journaux intimes monstres qui sont assurément connus des chercheurs, mais leur masse rebute les éditeurs. La solution est-elle de les mettre en ligne sans passer par l'étape papier? Je crois que beaucoup de gens y réfléchissent. Alors, tout d'abord, les agendas de Paul Desjardins. C'est le fondateur des Décades de Pontigny. Il a tenu 17 petits agendas bijoux. 17, c'est pas beaucoup, mais il écrit extrêmement de manière millimétrique, un peu comme Robert Walser dans ses carnets. Il a tenu 17 petits agendas bijoux de 1905 à 1939 qui sont déposés à la bibliothèque Doucet et qui forment non pas une autobiographie personnelle, mais un document important concernant l'histoire des idées, le carnet de bord d'une aventure intellectuelle commune. Qui rencontra-t-il pour structurer les prochaines décades, pour les financer, pour faire jouer ses réseaux, inviter les plus pointus spécialistes du sujet, motiver les futurs participants? Rappelons que Desjardins fut le premier à organiser un colloque sur la littérature autobiographique en août-septembre 1925. Le titre à rallonge, « Critique psychologique et littéraire, se raconter soi-même, l'autobiographie dans la fiction dans l'autobiographie ». Tout est presque déjà dit. Ces agendas de Paul Desjardins sont déjà entièrement décryptés par plusieurs vagues de chercheurs qui les ont beaucoup cités dans des biographies ou des essais. Ils n'ont donc pas été édités en tant que tels, mais je ne crois pas tellement possible d'en faire une édition papier. Une mise en ligne devrait être une bonne solution. Le mémorialiste Ferdinand Bach avait envisagé de longue date le sort de son livre-journal 1919-1934, constitué de notes quotidiennes, relues et dictées à la fin de sa vie à une amie patiente et dotée d'une superbe machine à écrire. Ainsi, il note le 23 octobre 1921, alors que la polémique autour de la publication du journal des Goncourt bat son plein, je le cite, à 11h, rendez-vous avec les frères Viennot, Henri le notaire et André l'avocat. Consultation pour le contrat à faire avec les archives historiques de la ville de Paris au sujet des garanties dont il convient d'entourer le legs de mes manuscrits afin de préserver contre les inconvénients qui arrivent aux mémoires des Goncourt. Pour plus de sûreté, Ferdinand Bach, grand connaisseur des bibliothèques européennes, a donc déposé 3 copies dactylographiées de son livre-journal dans 3 bibliothèques différentes, à Paris, à Genève et à Londres. Or, avant que le chercheur américain Lawrence Joseph n'entreprenne le travail d'édition du premier tome de ce journal pour mes éditions en 1998, personne à la bibliothèque historique de la ville de Paris n'avait ouvert la malle qui les contenait et personne ne trouvait la clé.
Nous avons donc travaillé à partir de la version microfilmée, obligeamment fournie par la Bibliothèque publique et patrimoniale de Genève. J'ai publié les 3 premiers tomes de ce livre-journal, 1919, 1920, 1921. Je n'irai pas plus loin, bien que j'adore Ferdinand Bach. Je pense avoir fait ma part de travail pour le faire connaître et donner envie de publier les 13 années restantes qui feront 13 tomes. Jehan Rictus, son monumental journal 1898-1933 donne le vertige. 153 cahiers d'écoliers couvrant 35 années, 34 862 pages, plus qu'Amiel, donc, est déposé depuis 1933, donc depuis la mort de Rictus, à la Bibliothèque nationale. On sait que René-Louis Doyon, érudit et directeur des livrets du mandarin, a été chargé d'en faire l'inventaire. Ce qu'on sait de plus précisément, c'est qu'il a en tout cas passé de très agréables années d'occupation à lire intégralement les manuscrits originaux de ce journal très vivant, bien à l'abri dans l'un des greniers de la Nationale de la rue de Richelieu. Depuis, les cahiers ont été numérisés, sont à la disposition des chercheurs qui trouvent quantité de renseignements sur le Paris du XIXe siècle, des soliloques du pauvre, qui est un titre de Jehan Rictus qui est particulièrement intéressant, sur le Chat Noir et autres cabarets où Rictus se produisait courant le cacheton. C'est Philippe Lejeune et Catherine Bogaert qui m'ont fait découvrir ce texte. Ils avaient montré dans une exposition qui s'est tenue à Lyon en 1997 et qui s'intitulait « Un journal à soi ou la passion des journaux intimes ». Ils avaient donc exposé la première et la dernière page du journal de Jehan Rictus. La première page comportait ce fameux pacte autobiographique cher à Philippe Lejeune, assorti de quelques photos avantageuses de Jehan Rictus. Il avait alors 31 ans, et la dernière était dramatique parce qu'elle était noyée d'encre. L'auteur était mort en écrivant la page du 16 novembre 1933. Si j'ai publié le premier tome du journal de Jehan Rictus, si j'en prévois bien un deuxième, je n'aurai pas le temps, moi, d'atteindre la dernière page tachée d'encre. Mais j'espère que la curiosité des amateurs de journaux intimes aura été titillée par mes 2 publications. Henri-Pierre Rocher tint de 1901 à sa mort, en 1959, un journal qu'il aurait aimé faire lire à Freud. 330 petits carnets, soit, je le cite, 5 kilos de 50 ans de mon journal intime, relate dans un style unique et chiffré, les personnes citées apparaissent sous pseudonyme, sa vie amoureuse et sexuelle qui fut digne de Casanova. Mais lui, il s'était donné une mission scientifique. Ainsi, il se demandait en mai 1922, je le cite, « Comment pourrais-je servir le mieux ? En me perpétuant bonnement ou en étudiant pour mon plaisir, mais pour le bénéfice futur d'autrui, le mécanisme de l'amour, comme différemment Stendhal et Freud ?» De cette obsédante recension des effets de son érotisme nerveux, seules les années 1920-1921 ont été publiées en un volume, édité par Blandine Masson, Antoine Rebaud et André Dimanche, aux éditions André Dimanche en 1990. Ces années témoignent du triangle passionnel qu'il vécut avec Hélène, la femme de son meilleur ami, l'écrivain allemand Franz Hessel. Cette histoire fut le sujet en 1953 de son premier roman, à 74 ans, Jules et Jim, dont Truffaut allait faire un inoubliable film, à la fois volubile et grave, en 1962. C'est d'ailleurs Truffaut qui fait dactylographier les carnets de Rocher par une secrétaire qui, au bout de 2 années de ce travail, n'en pouvait plus et a abandonné avant la fin. Rocher a toujours voulu en tirer un autre roman et se replonger dans leur lecture régulièrement. Il a encore donné 2 Anglaises et le continent, récit elliptique de ses amours avec 2 sœurs, publié en 1956, mais d'emblée, il savait que son œuvre majeure se cachait dans ses carnets et que d'autres que lui se chargeraient de la faire émerger. À 30 ans, il écrivait déjà du fond de son renoncement à devenir écrivain, quand relirai-je ces carnets ? Au fond, je ne les relirai bien que quand je serai mort. L'éditeur André Dimanche n'a pas publié la suite, ni les années précédentes, qui commencent en 1905, hantées par les figures d'Apollinaire, Ferrat, Salmon, Marie Laurencin, Picasso et tout le milieu du bateau Lavoir. Quel est l'éditeur qui prendra le relais ? Moi, peut-être, au moins pour le tome 1922-1923, bien qu'il soit tard dans ma vie d'éditrice.
Après ces quelques exemples de journaux qui sont dans la délicate situation d'être au milieu du gué de leur révélation au public et qui vont peut-être sombrer dans l'oubli, voici de nombreux journaux enfouis dans leur gisement d'archives, peut-être oubliés à jamais. Il est vrai que plus on s'éloigne de la période décrite, plus les chances de publication diminuent. Beaucoup de titres appartiennent au fond de la BNF et de l'IMEC où j'ai travaillé pendant plus de 25 ans, donc je les connais un peu bien et vous excuserez cette focalisation sur la BNF et l'IMEC. Alors ces journaux intimes qui dorment dans les grands fonds datent essentiellement de la première moitié du XXe siècle, qui fut un temps de diaristes, non seulement de diaristes mais d'épistoliers qui parlaient de leurs journaux dans leurs lettres. J'en ai dénombré plus de 65 parmi les journaux intimes inédits d'écrivains français morts des 19e et 20e siècles. Je vais vous épargner les 65, mais je vais donc évoquer maintenant rapidement, tout au long d'un petit inventaire à l'après-vert, une bonne vingtaine d'entre eux par ordre chronologique. Ces journaux auxquels j'ai eu accès me semblent mériter, pour des raisons très diverses peut-être, d'échapper à l'oubli. Le journal de Madame Bulto, Augustine. Elle signa du pseudonyme de Foémina ses chroniques du Gaulois et du Figaro et plusieurs romans très datés du pseudonyme de Jacques Vantade, Jacques sans S. Ses mémoires ont paru posthumes entre 1922 et 1929, totalement décalqués de son journal, dont l'écriture manuscrite est horriblement difficile à déchiffrer. Donc on trouve à la BNF 12 volumes d'un journal monstre qui va de 1880 à 1920 et qui fait suite à des fragments de journaux de jeunesse. Elle y évoque Anna Noailles, qu'elle pousse à divorcer, Pierre-Louis, qu'elle veut à toute force marier, Catherine Pozzi, qu'elle veut séparer de Paul Valéry. Elle tenait le rôle de confidente et de conseillère psychologique auprès de nombreux intellectuels de la haute société. Le journal intime de Madame Aurel. Il va de 1913 à 1944, il est aussi à la BNF. C'était une salonnière atypique, organisant des soirées de lecture d'œuvres en cours, accueillant les écrivains les plus ringards comme les jeunes les plus tumultueux. Elle devint l'amie de Max Jacob et d'Apollinaire, qui se servaient beaucoup d'elle. Les Otto et les jeunes surréalistes eurent vite fait de la tourner en ridicule. Toujours est-il que son journal est fort intéressant parce que c'est une femme qui ne se rend absolument pas compte que les gens viennent la voir en étant extrêmement intéressés. André Suarez. Alors, beaucoup de choses ont été publiées d'André Suarez, mais on n'a pas publié son journal de jeunesse, et qui est particulièrement intéressant parce que c'est le journal qu'il a tenu pendant l'agonie de son père, mort de folie après avoir souffert d'attaques antisémites de la part de ses concitoyens marseillais. Dans la biographie qui s'appelait André Suarez l'insurgé, qui a été rédigée par l'ancien directeur général adjoint de l'Équipe, Robert Parienté, beaucoup d'éléments de ce journal de jeunesse étaient cités et rendaient le document très intéressant. La poétesse Lucie de la rue Mardru, romancière aussi, journaliste et artiste surnommée par Colette du temps de sa splendeur, la princesse Amande, a tenu un journal. À l'heure où elle avait perdu tout entre-gens, influence et vie mondaine, elle a publié Mes mémoires, souvenirs littéraires, qui a été publié en 1938, et bien sûr énormément décalqué là aussi de son journal. Son journal a heureusement été préempté en vente publique voici quelques années par la bibliothèque de l'Arsenal, qui a un fonds Lucie de la rue Mardru. Ludmila Savitsky, qui est une poétesse et critique, une grande traductrice de l'anglais, elle a traduit Joyce, Woolf et Sherwood, fut la meilleure amie de Mireille Havet. C'est comme ça que j'ai trouvé son journal intime, inédit qui va de 1908 à 1957. Elle y décrit une vie terriblement déchirée, déracinée, loin de ses joyeuses racines russes pleines de santé et de vie. Cela forme les ingrédients d'un journal très intéressant, déposé à l'IMEC et que je compte bien publier. Le journal de Frédéric est en fait le journal de Franz Hellens, et il tient 24 volumes. Ce directeur de la Bibliothèque royale de Gand, écrivain et animateur de la revue Le Disque Vert, était un grand ami de Michaud. Seuls ces carnets d'un vieillard ont été publiés en 2007. Le journal de Frédéric se trouve à la bibliothèque d'Ousset. Henri Porrat, lui aussi, a tenu régulièrement son journal, inédit à ce jour. Il est certes déposé dans le centre Henri Porrat à Ambert, mais une de ses descendantes n'en autorise ni la consultation, ni bien sûr, a fortiori, l'édition. Mais quelques petits extraits ont été cependant publiés à droite et à gauche, semés comme autant de petits cailloux blancs. Marcel Mauret.
Jean Lacouture décrit ainsi ce personnage fascinant. Je le cite. « Polytechnicien catholique, disciple de Léon Bloy, en qui il voyait l'anti-Marx, lequel lui avait été révélé 10 ans plus tôt et qu'il admirait d'ailleurs. Marcel Mauret avait adhéré au premier groupe Esprit, mais ami de Max Jacob, d'Antonin Artaud, de Georges Bataille, il avait fondé avec eux La Bête Noire, revue proche du surréalisme. Il était alors dans le monde des idées et des croyances une sorte de mage. Touchant à la fois à Dieu et au diable, il fut au seuil un irremplaçable agitateur d'idées. Il fut aussi un spécialiste de Jules Verne, qui tenait salon. Il est aussi le fondateur de la revue Dieu vivant, avec Louis Massignon et Maurice de Gandillac. Il a tenu un journal d'environ 30 000 pages, dont la seule idée excite l'imagination. Émile Henriot, journaliste au temps avant-guerre et au monde après-guerre, il a tenu un énorme journal. J'ai essayé d'en lire 3 cahiers manuscrits remis pour lecture par sa petite fille, mais je n'ai pas réussi à me faire une opinion car la graphie de Henriot était trop difficile à déchiffrer. À quoi cela tient? Donc si vous êtes possesseur d'un journal intime manuscrit, dactylographiez-le, ça aidera à la publication. Louis-Martin Chauffier, journaliste, polémiste, antifasciste, romancier, grand résistant qui fut déporté, a rempli carnets et cahiers de 1911 à 1975, année de la mort de sa femme. Un choix d'entrée très intéressant des années 1903 à 1964 a été proposé en 1995 par Émile Breton et Yves-Marc Hachenbaum, mais la famille, en prenant connaissance du journal, n'a pas donné son accord pour la publication. Faut-il retenter? Jeanne Sandelion, romancière et critique, elle était la dactylographe de Monterland, à qui elle s'était confiée imprudemment en 1928. Elle retrouva ses confidences exposées dans Les Jeunes Filles, ce qui la fâcha temporairement sans ternir finalement son admiration pour l'écrivain. Son journal tient en 133 cahiers d'écolière, rédigés entre 1909, elle a 10 ans, et 1976, année de sa mort. L'ensemble a heureusement été acheté par préemption par la BNF en 2004. J'attends impatiemment le moment d'aller voir ce journal, dont je sens qu'il doit être passionnant. Marcel Arlan. Ce grand écrivain reste un auteur inconnu par le grand public, pourtant, enfin peu connu, méconnu plutôt. Pourtant, après avoir obtenu le prix Goncourt pour son roman L'Ordre en 1929, il a écrit une dizaine de recueils de nouvelles très importants. Arlan a également été une figure majeure de la vie intellectuelle du XXe siècle en raison du rôle qu'il a joué au sein de la Nouvelle Revue française, où dès 1924, son article intitulé « Sur un nouveau mal du siècle » l'a projeté sur le devant de la scène littéraire. Il a ensuite dirigé la Nouvelle Revue française à partir de 1966 aux côtés de Jean Paulhan, puis seul après la mort de ce dernier. Il a tenu un journal qui sous-tend une grande partie de son œuvre littéraire. Seule une toute petite publication pirate, 10 exemplaires hors commerce, sans nom d'éditeur ni date, intitulée « 40 ans d'amitié Jean Paulhan » en témoigne. Sont rassemblées ici quelques entrées de son journal entre 1963 et 1982 qui illustrent très amèrement le malheur de son affection quasi physiologique pour le directeur de la NRF. Toujours est-il qu'à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, 15 cahiers et carnets sont conservés, 2 isolés, 1921 et 1939, puis toute une suite de cahiers de 1964 à 1982. Georgette Camille, c'était une féministe indépendante, libre de ses amours et en même temps très sentimentale, qui fut traductrice et critique, notamment pour les Cahiers du Sud. De son œuvre reste un journal qui commence dans les années d'après la Seconde Guerre mondiale, et c'est un journal direct et sans fioriture, on dirait maintenant cash. Elle y met énormément de rêves, de rencontres amoureuses et des interrogations existentielles. Et plus elle vieillit, plus son journal épaissit. Elle y évoque souvent le merveilleux journal, je la cite, et on la croit, qu'elle tint pendant son enfance et qui a dû disparaître, ne figurant pas dans ses archives déposées à l'IMEC. Robert Honner était un jeune poète et romancier que ses contemporains voyaient comme un des écrivains les plus prometteurs de son temps. On le comparait beaucoup à Radiguet. Il se voulait un lien entre catholicisme et communisme, entre foi et surréalisme. Il est mort fou à 38 ans.
De lui, il reste un journal 1917-1931 inédit, dont une copie se trouve dans le fonds Jean-José Marchand à Limec, mais aussi dans le fonds Robert Honner à la Bibliothèque municipale de Nancy, sa région natale. Roger Lannes fut un critique littéraire, un poète et un romancier proche de Jean Cocteau, Max Jacob, Léon-Paul Fargue ou François Mauriac. Sous la forme d'un haut empilement de feuilles 21-29-7 d'assez beau papier, rédigé d'une écriture régulière, quasiment sans rature, avec de grandes marges, le manuscrit de son journal littéraire inédit, impeccablement tenu de 1936 à 1980, plein de choses vues et entendues, attend son éditeur. Les années de guerre sont particulièrement intéressantes. Il est resté à Paris, mais d'autres parties de son journal ont été déposées à la BNF. Jacques Laval. Son journal est constitué de 7 dossiers de 1968 à 1996, dit la notice de Limec. Quand on sait que son auteur était prêtre au diocèse de Reims avant d'intégrer l'ordre des Dominicains, qu'il était en relation avec de nombreux artistes dont Nicolas de Staël et de nombreux écrivains dont François Mauriac, et qu'il a publié plusieurs romans entre 1958 et 1972, dont 5 chez Gallimard, sous le pseudonyme de Jean Lorbet, cela rend curieux du contenu de son journal qui est entièrement déchiré entre sa foi et son élan vital. Jean Lescure était l'élève de Léon Brunswick, le disciple de Gaston Bachelard, le secrétaire de Jean Giono au Contadour, et il dirigea Message, une revue de métaphysique et de poésie, de 1939 à 1946, dans laquelle il a invité les écrivains et les poètes à la résistance lyrique pendant la guerre. Après la guerre, il a travaillé aux éditions de Minuit, à la direction des lettres et la radiodiffusion française. Il a notamment fondé en 1966, grâce à Malraux qui le soutenait beaucoup, l'Association française des cinémas d'art et d'essai. Son journal commence en 1928 sur le mode de la jeunesse lyrique et exigeante. Il s'agit de noter les progrès dans la recherche de la maîtrise de soi, d'exiger sincérité et droiture en toutes circonstances. Voyages et expériences se succèdent, mais après la libération, le volume des notations de son journal, quoique non quotidienne, augmente de plus en plus, avec une fréquence et une acuité redoublées dans les années 60-80 qui correspondent à la pleine période de ses activités politiques et culturelles. Cela fait une quarantaine de cahiers d'écoliers, carnets reliés, calepins, jusqu'au dernier cahier tenu, celui de 2003, absolument obsédé par sa propre mort et la mort de tous ses amis. Cette quarantaine de cahiers, je l'ai longtemps vu trôner sur le manteau de sa cheminée avant de rejoindre les boîtes non acides des magasins de Limec. Max-Paul Fouché a tenu un journal intime de 1930 à 1950. Cela fait 109 agendas et petits carnets. Les plus intéressants sont les 16 premiers jusqu'en 1950 qui décrivent le riche milieu intellectuel autour de la revue Fontaine à Alger. René Jean-Claude, Albert Camus et d'autres y passent. Et il y a de nombreuses photographies collées dans le journal qui illustrent. Jacques Prevel a tenu un journal de 1933 à 1951. 76 carnets et cahiers et toute une flopée de feuilles libres. Ce journal intime, pour lequel il a très certainement renoncé à la poésie et à toute vie sociale, a été très partiellement publié chez Flammarion en 1974 pour la seule partie qui évoque la figure d'Antonin Artaud qu'il a rencontré en mai 1946. Mais son journal est d'abord le témoignage d'un jeune provincial qui vient habiter à Paris pendant l'occupation par passion de la poésie et de la vie littéraire et qui s'y perd. Jusqu'ici, le nom de Prevel ne s'est maintenu que grâce à Artaud. Il mériterait de demeurer par lui-même et grâce à ce très sincère journal. François Lachenal est devenu un peu par hasard attaché auprès de la légation suisse à Vichy en novembre 1942 et il a joué un rôle essentiel dans l'aide à la résistance intellectuelle française en éditant et diffusant en Suisse, sous la couverture des éditions des Trois Collines et à la Porte d'Ivoire, des textes interdits en France. Il passait des deux côtés de la frontière, livres, manuscrits, revues et lettres, fournissant aux uns et aux autres du tabac, du lait en poudre, du chocolat et du savon. Pendant tout le temps de la guerre, il a imprudemment tenu son journal intime sur des cahiers d'écoliers où il évoque entre autres les tractations de l'ambassadeur suisse Walter Stucky auprès du gouvernement de Vichy, sa mère qui venait de mourir
et puis la course à pied qu'il faisait avec des officiers allemands. Gilberte Lambrix, dès 1953, Gilberte Lambrix commence à traduire des œuvres de Mervyn Peake, Fritz Zorn et Max Frisch, Thomas Bernhard, entre autres. Elle entre au début des années 60 chez Gallimard, où elle travaille à l'encyclopédie de la Pléiade avec Raymond Queneau, Robert Antelme et Louis-René Desforêts. Elle collabore au Cahier du chemin, que dirige son mari Georges Lambrix, puis à la NRF. Encouragée par Raymond Queneau, elle écrit un premier recueil de nouvelles, Une mauvaise lecture. Suivront des romans, parfois à clé, et une dizaine de recueils de nouvelles comme Qu'est-ce qu'on attend, prix de la nouvelle de l'Académie française, Sur quel pied danser, grand prix de la nouvelle de la SGDL. À la retraite, elle a repris ses notes manuscrites, en a dactylographié de nombreux passages, a aussitôt détruit l'original. Couvrant les années 1950 à 2000, son journal livre de brèves notations ironistes et assez impitoyables sur son milieu d'écrivain. Pour finir, Robert Droguet, ce typographe, poète, peintre, a tenu son journal, un scrapbook plutôt, de 1946 à 2004. Ce sont 51 cahiers calligraphiés, mis en page quotidiennement et très soigneusement ornés d'images, de tickets, d'étiquettes de supermarchés, de coupures de presse et de beaucoup d'éléments de sa vie quotidienne. Une œuvre d'art brut, en somme, probablement plus destinée à être montrée dans des expositions qu'à être éditée. En tout cas, depuis la mort de Robert Droguet, ces cahiers, je ne sais pas où ils sont. Mais ils n'ont pas été perdus puisqu'ils ont été montrés dans une exposition à la Fondation Bodmer en 2018, exposition qui s'intitulait « Unique cahier, écrit, dessiné, inimprimé ». Pour conclure, que ces écrivains aient été de grands stylistes ou des diaristes à vif, des obsédés du détail ou de grands raisonneurs, l'essentiel est que leurs journaux, au lieu de continuer à dormir anonymement dans la partie immergée de l'iceberg, soient repérés, consultés, dans le meilleur des cas édités ou réédités soigneusement pour s'inscrire enfin comme une part révélatrice de leur œuvre. Fatalement, j'ai été amenée à passer sous silence beaucoup de journaux intimes dont j'avais connaissance, beaucoup de journaux intimes que vous connaissez vous. Vous en aurez peut-être à me conseiller. Je les noterai comme je le fais depuis 1985, année de mes débuts dans l'édition des écrits autobiographiques. J'irai probablement les lire là où ils sont, et je les citerai comme je viens de le faire aujourd'hui, en désirant plus que tout éveiller la curiosité et tenter le passage de témoin. Je finirai mon exposé par cette citation de Julien Green tirée de son journal à la date du 27 décembre 1931. Elle me semble dédramatiser la problématique, libérer la perspective, tant du point de vue du rédacteur de journaux intimes, et en l'occurrence ce sont de grands diaristes en présence, Julien Green et Roger Martin Dugard, et même Gide, que du point de vue de leur postérité. Julien Green, qui commence à s'attacher à Roger Martin Dugard, s'entretient avec lui. Il relate, je le cite, « La conversation s'oriente ensuite, je ne sais pourquoi, vers le journal, sans doute à cause de celui de Gide. Et comme je lui dis que j'en tiens un moi-même, il me demande si je ne crains pas, en commettant de nécessaires indiscrétions, de faire du mal, au cas où ce journal serait lu. Et que faudrait-il faire, lui demandai-je, effacer les noms propres? On reconnaîtrait les personnes en cause, me répond-il. Alors, détruire le journal? Oh non, s'exclame Martin Dugard. Il finit par dire qu'au fond, cela n'a pas d'importance. Et je vous remercie. Merci infiniment, Claire Pollan, pour ce fabuleux une cavalcade. C'est une cavalcade, mais c'est merveilleux. C'est absolument merveilleux. Ça avait une dimension de performance, je trouve, au sens artistique. Dernière fois de ma vie. Non, mais c'était quelque chose d'assez fabuleux parce que cela nous a fait ressentir de manière concrète, physique, effectivement ce que vous appelez cet iceberg, c'est-à-dire cette partie immergée au-dessous de tout ce que nous connaissons du canon de la littérature française du XXe siècle. Et en quelque sorte, vous nous avez fait tracer là une sorte de, non pas de walk of fame, mais de walk of de l'inconnu en fait, c'est-à-dire un espace
totalement inconnue, une autre histoire possible de la littérature française qui passerait là, cette fois-ci, par les journaux, par les mémoires. Et vous nous avez donné une envie, mais absolument fabuleuse, de rentrer dans tous ces journaux, dont certains sont édités, mais vous avez fait comprendre que la masse de ceux qui n'étaient pas édités était encore plus énorme que le travail que vous avez fait dans les éditions. Moi-même, ça m'a rappelé énormément de souvenirs. Vous avez cité Jean Lescure, que j'ai croisé brièvement, un colloque sur Bachelard dans les années 1980, quand j'étais adolescent, et qui m'avait fait une très forte impression. Marcel Arlan, que François Chapon, qui dirigeait à l'époque la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, m'avait proposé de classer lorsque j'étais encore en thèse et que pour un poste de chargé de recherche documentaire. Et finalement, j'avais été un peu effrayé par la masse de Marcel Arlan. J'étais allé à la Bibliothèque nationale, j'avais fait des choses très intéressantes par ailleurs. Mais je voyais aussi dans la Bibliothèque nationale, parce que j'avais la possibilité à cette époque-là de circuler dans les magasins, tous les cartons des journaux de Madame Aurel. Et qui était pour moi quelque chose de... Enfin, je ne connaissais pas Madame Aurel, mais là, vous m'avez expliqué qui était cette personne qui tenait un salon et l'importance que cela pouvait avoir pour nous de lire ce journal. Et bon, je pense aussi à d'autres journaux que vous n'avez pas cités, mais... alors tous ceux noms, on pourrait tous avoir des noms à citer. Bon, je laisse de côté les cahiers de Valérie, qui sont un autre aspect, et qui ont eu la chance d'avoir une édition phototypique, photographique, qui elle-même n'est pas parfaite, mais enfin, il y a plusieurs éditions, c'est pas le moins bien traité des auteurs. Mais je pense par exemple à la femme de Valérie, Jeannie Valéry, dont la petite fille vient récemment de faire paraître un fragment de journal absolument extraordinaire. On voit une femme qui a une liberté de ton et de réflexion sur toute la vie littéraire et ses relations avec son mari au début du XXe siècle. Mais vraiment, je suis tombé des nues, je veux dire, en lisant les fragments de ce journal. Je crois que le journal lui-même est beaucoup plus important. Donc, c'est étonnant. Et puis, j'ai aussi énormément apprécié l'hommage que vous avez rendu à de grandes figures, comme Philippe Lejeune, ou bien François Simenet-Tenant, qui fait aussi un énorme travail avec Philippe Lejeune, et donc, pour cet observatoire des journaux intimes où quantité de gens peuvent effectivement envoyer des journaux qu'ils ont eux-mêmes faits. Voilà, c'est ça, je pense à ça. Vous nous en dire un morceau? Oui, l'Association pour l'autobiographie, qui a été créée en 1992 par Philippe Lejeune en Berrieux-en-Bugey, et dont le projet est de permettre à tous les journaux intimes que les familles trouvent ou que les jeunes gens tiennent, de recueillir tous ces journaux intimes qui ne sont pas écrits par des écrivains ou des gens qui se croient tels. Et alors, ils ont un local avec tous ces journaux bien inventoriés, bien prêts. Et au début de l'APA, tout le monde se réunissait avec des comités de lecture et ils lisaient les journaux qu'ils avaient reçus, ils en faisaient des notes de lecture et ils publiaient des notes de lecture dans la Faute à Rousseau, qui était un organe très intéressant à lire de ce point de vue. Ceci dit, moi, je n'ai jamais rien trouvé dans les étagères de l'APA qui puisse me convenir, mais c'est aussi parce que, avec Philippe Lejeune, on l'a constaté dès le départ, lui, il s'intéresse à l'écriture ordinaire, et moi, je ne m'intéresse pas tout à fait à l'écriture ordinaire. Il faut que ça soit de l'écriture qui apprenne des choses dans le domaine de l'ordre de l'histoire littéraire. D'accord. Mais en tout cas, il faut faire connaître cette association qui fonctionne toujours. Oui. Et effectivement, je lance l'appel public là pour que les gens continuent à alimenter les travaux de cette association pour l'autobiographie. Donc il y a les personnes, les universitaires, les chercheurs. Il y a les institutions aussi. Vous avez cité la Bibliothèque nationale de France, l'IMEC, qui fait un travail la formidable. Bibliothèque Doucet, les archives nationales patrimoniales, les fonds publics, chez les particuliers aussi, il y a énormément de journaux qui dorment. Tout à fait. Je pensais aussi à la façon dont vous avez parlé de je ne sais plus lequel c'était, qui avait envoyé, qui avait essayé d'imaginer sa propre postérité. Et quand c'est un écrivain déjà connu de son temps, c'est plus facile. Mais quand c'est quelqu'un qui est totalement inconnu, je pensais Ferdinand Bach. Voilà, je pensais à un autre écrivain qui était lui un intellectuel de son temps, qui avait traduit d'Annunzio, qui est Georges Herrel. Oui. Voilà, Georges Herrel, philosophe de fin du XIXe siècle, professeur de philosophie, qui a écrit toute une œuvre de réflexion
je ne sais plus si c'est exactement un journal, il y a plusieurs œuvres, etc., avec un témoignage, une réflexion sur l'homosexualité, mais absolument passionnant. Il est tout à fait unique en son genre et d'une grande intelligence, assez pré-sartrien à bien des égards. Mais il ne voulait pas publier ça de son vivant. Et il a créé des relations avec une bibliothèque, là je crois que c'est la bibliothèque de Troyes, me semble-t-il, où il a envoyé ses manuscrits, il a pris contact avec les conservateurs en disant j'ai des documents intéressants sur D'Annunzio, sur plein de choses. Il a fait aussi des enquêtes sur la littérature populaire, je crois basque. Et par là, mais en fait son objet c'était en fait de rendre précieux, de conserver ses propres manuscrits à lui. Et effectivement, heureusement, ces dernières années, un universitaire canadien, je crois Clive Thompson, a publié une partie de manuscrits qui sont absolument passionnants. Mais ça ne marche pas toujours. Mais ça marche pas toujours. Dans les bibliothèques. Ça ne marche pas toujours. Et encore faut-il que les bibliothèques acceptent. Voilà. Mais là, il a réussi à appâter une bibliothèque par des documents, des enquêtes qu'il avait faites sur la littérature populaire, pour en fait refourguer, si je peux passer ce terme, refourguer en fait ce qui lui paraissait le plus précieux au bout du compte, c'est-à-dire sa propre écriture. Je voudrais terminer par une question, enfin une double question. D'abord, le travail que vous faites là, qui est absolument extraordinaire, me rappelle quelque chose qu'avait voulu faire Jean Paulhan, justement. Vous le savez. Il avait proposé à Gaston Gallimard une année de publier tous les manuscrits qui étaient refusés. Bon, c'est que Gallimard... C'était une boutade. Voilà. Sur papier Bible. Ah, c'était plus qu'une boutade. Non, c'était une boutade. C'était pour faire bisquer Gallimard, je crois. Oui, c'est vrai. Mais je crois qu'il y avait quand même chez Jean Paulhan, il y avait cette dimension d'une sociologie de la littérature et de l'écriture qui était très... Et une volonté d'étonnement devant tout manuscrit. Quel qu'il soit, un compas extrêmement ouvert, un éventail très ouvert de ses goûts littéraires, qui faisait qu'il ne refusait pas sans avoir motivé considérablement son refus. Mais toutes sortes de manuscrits et d'écrits, pas spécialement de journaux intimes d'ailleurs, pouvaient l'intéresser. Et oui, il a proposé ça à Gaston Gallimard, mais c'est vraiment une rumeur qu'il a fait circuler pour mettre Gaston Gallimard en difficulté peut-être. Oui, ça, de publier l'ensemble des manuscrits refusés d'une année. Voilà, c'est ça. Ce qui était une sorte d'anti-Gallimard en quelque sorte. Hein, c'était bon. Et je vous en prie. Oui, d'où les 2 volumes de 1933 où il a publié des tas d'auteurs inconnus, y compris le Bouchère de tel Patelin, etc. Et cette enquête qui a été faite auprès de où les gens ont envoyé cette littérature dimanche est absolument fascinante. Ah oui, ça c'est très intéressant. Je trouve que quand même il y a quelque chose là dans votre travail qui a un rapport un peu... Sauf que c'est pas la littérature dimanche, vous faites. Et ça arrive à ma deuxième question. Devant cette masse immense, comment choisir ? Voilà. Alors, comment choisir ? En lisant, et puis surtout en essayant de trouver, une fois qu'on a lu et qu'on se dit j'ai envie de passer tant de mois de ma vie, tant d'années de ma vie sur ce texte-là, il faut trouver la personne qui va décrypter le texte, annoter le texte, le présenter, l'annoter. Et c'est un peu quand on a formé cette équipe que le projet peut commencer à démarrer. Et ça prend des mois et des années, tout ça est extrêmement long. Mais moi, il y a eu des tas de textes que j'avais envie de publier. Par exemple, le journal d'Henri Pierre Rocher. Depuis toujours, j'ai envie de publier ce journal. Le problème, c'est qu'on me propose d'éditer une seule année du journal d'Henri Pierre Rocher, peut-être l'année où il commence à ne plus m'être sympathique, Henri Pierre Rocher. Mais bon, je le ferai quand même. Mais après, il faut vraiment trouver l'équipe avec qui travailler. Et c'est ça qui est un peu compliqué. On ne fait pas tout seul des éditions de journaux intimes. Il faut vraiment avoir des gens passionnés tout autour. Et on s'encourage mutuellement. Enfin, il y a un effet d'équipe qu'on trouve... qu'il n'est pas si facile de trouver. Voilà, c'est plutôt ça qui détermine la publication que l'envie d'une seule personne sur un seul texte. Oui, c'est un travail collectif. Ce qui rend d'autant plus légitime votre intervention ici, parce que je crois que il fallait porter cette parole, ce message, susciter des vocations de lecteurs d'abord. Et d'éditeurs. D'éditeurs. Et d'éditeurs, voilà, de gens pour travailler. J'aimerais bien qu'elle devienne éditrice de journaux intimes. Voilà. Et donc,
le message est lancé depuis cette tribune. Merci infiniment. Merci. Merci.